L'auteur de l'attentat suicide de Suruç en Turquie a été identifié. C'est un Turc âgé de 20 ans qui venait, semble-t-il, de rejoindre l'État islamique il y a quelques mois. Les Kurdes accusent Ankara de complaisance avec lui. Après une pause de près d'un an, Israël autorise la mise en chantier de logements neufs en Cisjordanie. L'Union européenne, elle, menace de sanctionner les banques israéliennes qui opèrent au-delà de la fameuse ligne verte. La Grèce appelée à voter de nouvelles réformes ce soir au Parlement, mais le gouvernement de gauche Syriza devrait encore être mis rudement à l'épreuve. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Tension donc en Turquie après l'attentat d'avant-hier qui a fait 32 morts, essentiellement des Kurdes à Suruç et attribués à l'État islamique. Aujourd'hui, le PKK, le mouvement armé kurde, a revendiqué le meurtre de 2 policiers turcs en représailles à cette attaque, car les Kurdes considèrent qu'Ankara est complice de l'État islamique. Maxime Pérez. La tension ne faiblit pas au sud de la Turquie. Mercredi matin, dans la ville de Zélampinar, à proximité de la frontière syrienne, 2 policiers ont été retrouvés morts, tués d'une balle dans la tête. C'est le PKK qui a revendiqué cet assassinat. Une action, dit-il, pour venger les 32 victimes de l'attentat suicide de Suruç, des militants pro-kurdes. Le carnage a été attribué à l'État islamique, une organisation avec qui le gouvernement turc est suspecté d'entretenir une relation très ambiguë. La colère des Kurdes a aussi gagné Istanbul mardi soir, où les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser le millier de manifestants qui s'étaient rassemblés en scandant des slogans anti-gouvernementaux. La preuve que l'attentat de Suruç vient d'abord sanctionner la politique syrienne de la Turquie. En visite auprès des blessés, son Premier ministre islamo-conservateur Ahmed Davutoglu a promis un plan d'urgence incluant de nouvelles mesures de sécurité à la frontière turco-syrienne. Le gouvernement d'Ankara veut éviter que le conflit chez son voisin ne sévisse durablement sur son territoire. Nous ne pouvons pas tolérer que les conflits qui se déroulent de l'autre côté de notre frontière fassent aussi couler du sang en Turquie. Mais le problème prend racine à l'intérieur du pays. Le kamikaze de Suruç a été identifié. Il s'agit d'un jeune Turc de 20 ans dont les liens avec des réseaux djihadistes sont étudiés par les enquêteurs. En attendant, la Turquie a finalement levé la censure après avoir interdit pendant plusieurs heures l'accès à Twitter. Ankara cherchait à interdire la diffusion des images de l'attaque de Suruç sur Internet, une manière de contenir le mécontentement de la minorité kurde. Alors on est en ligne avec Elie Carmon, qui est expert en contre-terrorisme à l'université IDC d'Herzliya. Bonsoir Elie Carmon. Le fait qu'un Turc donc, de 20 ans soit l'auteur de cet attentat, pour vous, est-ce que ça montre qu'il existe des liens peut-être suspects entre la Turquie et l'État islamique aujourd'hui? D'abord, on sait qu'il y a plus de 700-800 combattants d'origine turque dans Daesh, donc c'est pas nouveau. Mais aussi il y a une crise entre les Kurdes et le gouvernement d'Ankara à cause justement du fait que le gouvernement de M. Erdogan longtemps a laissé l'activité de Daesh libre en Turquie et a été aussi accusé de ne pas aider les Kurdes pendant les combats très importants de la ville de Kobane en Syrie, parce que Erdogan, dans le temps, a dit que le PKK, c'est-à-dire l'organisation kurde en Turquie, est plus dangereuse pour la Turquie que le Daesh. Et donc, il est accusé de favoriser le Daesh. Peut-être aussi c'est un attentat contre la Turquie, parce que dernièrement, sous pression américaine et de l'OTAN, et dans l'opinion publique, le gouvernement a mené une série d'arrestations parmi les militants de Daesh en Turquie, et cela peut-être est un attentat à double objectif, contre les Kurdes, et surtout les Kurdes qui luttent contre le Daesh en Syrie et en Irak, et aussi contre le gouvernement turc. Justement, le gouvernement turc, pour vous, pourrait-il un jour être tenté d'intervenir en Syrie contre l'État islamique ? On a parlé dernièrement d'une concentration de troupes très importante à la frontière avec la Syrie. Les Turcs, ou le gouvernement turc, a une zone de non-combat ou pour ne pas permettre au gouvernement syrien d'intervenir dans le nord du pays à la frontière avec la Turquie.
Mais en fait, les États-Unis n'acceptent pas cette demande et ni les autres pays. Et donc on a dit que peut-être il y aura une intervention unilatérale de la Turquie, mais on sait que l'armée turque est contraire à ce genre d'aventure, justement à cause des conséquences stratégiques et peut-être même humanitaires de la Turquie. Merci Elie Carmon pour cet éclairage, donc expert en contre-terrorisme. La Syrie à présent et l'inquiétude depuis hier sur le sort de 3 journalistes espagnols. Ils n'ont plus donné signe de vie et le gouvernement espagnol envisage très sérieusement qu'ils aient pu être kidnappés. Solal Azeroual. Les services secrets espagnols infiltrent la Syrie. Leur mission, retrouver 3 journalistes portés disparus depuis 10 jours. Antonio Pampliega, Angel Sastre et José Manuel López étaient en reportage à Alep, dans le nord de la Syrie. S'ils avaient donné des nouvelles peu après leur entrée en territoire syrien, ils ne se sont pas manifestés depuis. Le ministre espagnol des Affaires étrangères se saisit du dossier. Nous allons travailler. Ayez la certitude absolue que les services extérieurs espagnols, à chaque fois que l'un de nos compatriotes est en difficulté, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous pouvons compter sur tous nos amis, nos alliés. Nous pouvons compter sur les Nations Unies. Et j'insiste, nous faisons tout ce qu'il est humainement possible de faire. Tout ce qui est possible, ou presque. Prudent, le gouvernement espagnol joue la carte de la discrétion et refuse d'évoquer un enlèvement. À ce jour, la disparition des 3 journalistes n'est pas revendiquée. Pour le moment, il n'y a pas de revendication. Mais croyez-moi, notre préoccupation, et j'en profite pour transmettre ma solidarité aux médias, nous faisons tout ce que nous pouvons. Laissez-nous travailler dans la discrétion parce que c'est ce qui convient le mieux à vos confrères en ce moment. Pour faciliter les recherches, l'ambassade espagnole en Turquie supervise les opérations. Cette situation rappelle l'enlèvement, en 2013, de 3 autres journalistes espagnols libérés en mars 2014. Selon Reporters sans frontières, la Syrie est considérée comme le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. Incident la nuit dernière en Cisjordanie lors d'une arrestation près de Jenin. Des soldats israéliens ont affronté des Palestiniens et l'un des émeutiers a été tué. Il était âgé de 20 ans. Sur ces images, les obsèques de ce Palestinien qui ont eu lieu aujourd'hui dans son village. Un sondage effectué aux États-Unis tend à montrer qu'une majorité d'Américains est clairement hostile à l'accord sur le nucléaire iranien. Une manifestation doit d'ailleurs avoir lieu ce soir à Times Square, à New York, donc contre cet accord. Preuve que le vote du Congrès est loin d'être acquis à la Maison-Blanche, qui continue pourtant sa campagne pour rassurer notamment les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Marie-Peter. La mission déminage continue pour le chef du Pentagone. Ashton Carter reste sur la ligne choisie par Barack Obama. L'accord sur le nucléaire iranien a rendu le monde plus sûr et les États-Unis ne comptent pas un instant se désolidariser de leurs alliés historiques avec une intensification des partenariats militaires s'il le faut. Des efforts américains mis à mal par les dernières déclarations d'Abbas Araghchi. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et l'un des principaux négociateurs à Vienne a déclaré que l'Iran n'entend pas se laisser imposer quelque nouvelle sanction que ce soit. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dit clairement que la durée d'application de l'accord est de 10 ans. Après, le dossier de l'Iran au Conseil de sécurité sera clos. Si les États-Unis ou tout autre membre des 5+1 dit vouloir adopter une nouvelle résolution après 10 ans pour réimposer des sanctions, c'est une violation de l'accord de Vienne et cela n'a aucune crédibilité. Pourtant, les Occidentaux n'ont de cesse de répéter que l'accord de Vienne n'est pas un chèque en blanc donné à Téhéran. Ce mercredi, c'est le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, qui s'est exprimé à Jérusalem. Avec les États-Unis, nous soutenons ce compromis. Nous pensons qu'un compromis sur l'avenir de l'Iran est possible, mais qu'un compromis sur la sécurité d'Israël est impossible. Des positions qui semblent à ce point inconciliables que même un Jon Stewart s'y perdrait. L'humoriste vedette de la chaîne américaine Comedy Central feint le mal de tête et cherche directement la réponse auprès de Barack Obama. Alors, au Moyen-Orient, on joue dans quelle équipe ? Parce que nous combattons contre l'État islamique avec les Irakiens et l'Iran, mais au Yémen, nous combattons l'Iran avec les Irakiens et les Saoudiens. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon,
Passons. Si la formule fait sourire sur un plateau de télévision, elle n'est certainement pas suffisante pour convaincre les proches voisins de la République islamique. Voilà, mieux vaut en rire parfois. Effectivement, pour la première fois depuis plus d'1 an, le gouvernement israélien a autorisé la mise en chantier de plusieurs centaines de logements en Cisjordanie. Il y a quelques jours, Benyamin Netanyahou avait pourtant laissé entendre le contraire pour ne pas s'attirer les foudres de l'Union européenne. Cyril Amar. Au chômage technique depuis 1 an, les tracteurs et les pelleteuses israéliennes vont reprendre du service en Cisjordanie. 886 nouvelles unités de logement approuvées ce mercredi par l'administration civile de l'armée israélienne. Des centaines de maisons, dont certaines dans des implantations dites isolées, comprenez en dehors des grands blocs qu'Israël entend conserver dans le cadre de tout accord avec les Palestiniens. Comme ici, à Givon, Psagot ou encore à Beth Arieh, près de Ramallah. Il s'agit d'une croissance naturelle. Les gens veulent se développer, fonder une famille. Plus d'1 demi-million de citoyens israéliens vivent en Cisjordanie. Faites vos calculs. Ramenez à ce chiffre que représentent quelques milliers de logements. Pas grand-chose. J'espère que le monde va enfin comprendre que la paix ne dépend pas du gel ou du dégel des constructions. Non, ce qui amènera la paix, c'est une volonté sincère de négocier pour que tout le monde puisse vivre ici en bonne intelligence. Une annonce qui vient pourtant démentir les rumeurs sur un gel des constructions, auquel aurait fait allusion Benyamin Netanyahou en personne, lors d'une réunion à huis clos avec les dirigeants du Conseil des localités juives de Cisjordanie. Selon le quotidien de gauche israélien Haaretz, c'est justement pour apaiser leur colère que les nouvelles constructions auraient été approuvées par le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Une grogne renforcée le mois dernier par un arrêt de la Cour suprême qui ordonne la destruction de 2 bâtiments dans la localité de Bethel, au nord de Ramallah. Dans ce contexte, la manœuvre devient de plus en plus difficile pour Benyamin Netanyahou, ménager sa coalition, la plus à droite qu'Israël n'ait jamais connue, et résister aux pressions de plus en plus lourdes de la communauté internationale. Alors on s'arrête justement sur les conséquences de cette décision du gouvernement israélien. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir. Alors c'est un message d'Israël vis-à-vis des Européens, notamment de l'Union européenne ? Oui, c'est apparemment un message de la part du gouvernement israélien. Ce n'est pas le seul message. Il y a eu plusieurs messages qui ont été passés, en tout cas au cours des 48 dernières heures. C'est le premier message. Mais il y a eu aussi, par exemple, un message intéressant de la part d'Ayelet Shaked, qui est ministre de la Justice, qui s'est inspiré d'un rapport du juge Edmond Lévy qui affirmait que les implantations, de par le droit international, étaient légales et que donc on pouvait les autoriser. Et donc elle a l'intention de légaliser une partie des implantations de Judée-Samarie. Et puis il y a aussi la volonté d'une autre, on va dire une passionnariat de la droite israélienne, jeune fille très en vue aujourd'hui, Tzipi Hotobelli, qui est vice-ministre des Affaires étrangères, qui affirme aussi qu'il est temps de s'occuper des fonds européens qui sont insufflés dans les ONG israéliennes, des ONG d'extrême gauche qui soutiennent la cause palestinienne et qui appellent à un boycott de l'État d'Israël. Alors elle dit, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire voter une loi contre le financement de ces ONG, elle dit qu'il faut canaliser les dons, canaliser les fonds qui sont versés à ces ONG par l'Union européenne, en essayant de faire une distinction entre une aide humanitaire et un financement d'opérations en faveur du boycott d'Israël. Donc il y a toutes sortes de mesures qui sont prises, qui sont annoncées, au moins en tout cas par les responsables israéliens, pour essayer de contrer l'Union européenne. Alors justement, l'Union européenne, elle pourrait réagir assez fermement. On sait qu'il y a plusieurs mesures qui sont envisagées pour condamner ces implantations israéliennes, et notamment ce document qui est le conseil donné par un think tank européen sur lequel s'appuie souvent l'Union européenne et qui voudrait pénaliser les banques israéliennes ayant des activités en Cisjordanie. Alors avant d'en parler avec vous, Daniel, on va écouter justement comment réagit le gouvernement israélien. Écoutez. Je suggère à l'Union européenne de limiter les transactions bancaires de ceux qui envoient Daesh en France et en Europe pour commettre des attentats ou couper des têtes. C'est là-bas qu'est le problème, et non pas en Israël. Israël fait partie du monde libre. Quand les attentats frapperont l'Europe, comme les terroristes le promettent en langue arabe, les Européens feront vite machine arrière et se garderont bien de publier des déclarations sans fondement.
Alors, il n'empêche, Daniel Haïk, cette mesure pourrait être, en tout cas, entrée en vigueur. Pourrait être mise en application et cela marque une forme de durcissement de la part de l'Union européenne en direction de l'État d'Israël. Ce n'est pas la seule, là encore. Il y a une mesure donc contre les banques, mais il pourrait y avoir une forme d'arrêt de coopération avec des ministères israéliens dont le siège est situé à l'est de Jérusalem, comme par exemple le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité intérieure. C'est important, c'est sans précédent de la part de l'Union européenne. Et puis il y a aussi une volonté de ne pas reconnaître par exemple des diplômes d'universités qui sont situés comme l'université d'Ariel au-delà de la ligne verte. Donc ce sont toutes sortes de mesures. Et puis aussi une critique qui a été émise en début de semaine par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne concernant ce qu'ils ont appelé de manière assez stupéfiante un transfert de population bédouine dans le Negev. C'est quelque part, on semble, cela paraît surréaliste. On est dans un contexte où la semaine dernière, l'Union européenne lève de facto les sanctions contre un pays dictatorial, contre l'Iran, et elle est en train d'imposer des sanctions à un pays démocratique qui est le seul allié démocratique des puissances occidentales ici dans la région. Cela peut paraître totalement surréaliste et c'est inquiétant. Cela préoccupe les Israéliens, et ce qui préoccupe les Israéliens aussi, c'est cette volonté de l'Union européenne, emportée par son élan, de son succès avec l'accord de Vienne, d'essayer de former une sorte de ce que l'on appelle un groupe de soutien international qui pourrait être une forme de quartet élargi dans lequel figureraient les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'ONU, mais aussi peut-être des pays arabes. Alors on ne sait pas exactement ce que cela veut dire, un groupe de soutien. C'est en tout cas une initiative pour laquelle Federica Mogherini a été mandatée lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre à New York. On ne sait pas ce que cela veut dire, mais en tout cas le sentiment général que l'on a en Israël, c'est que groupe de soutien international, c'est un groupe de soutien en faveur de la cause palestinienne et plutôt un groupe de pression en faveur de l'État d'Israël, et on n'est pas prêt à jouer à ce jeu-là du côté israélien. Merci Daniel Haïk, analyste politique. La Grèce à présent et le Parlement qui doit de nouveau se prononcer ce soir sur les mesures d'austérité demandées par l'Europe. Un vote qui pourrait aggraver la crise politique au sein de la coalition de gauche. Vous le voyez, nouvelle manifestation d'ailleurs devant le Parlement à Athènes en ce moment même, alors que l'Europe, elle, espère pouvoir finaliser un accord d'aide financière avant la fin de l'été. Cela, la Zéroile. A rembourser 3,19 milliards d'euros à la BCE mi-août, 1,5 milliard au FMI début septembre. Mais les caisses de l'État grec sont vides. La quasi-totalité du prêt relais accordé la semaine dernière par la zone euro a déjà servi à rembourser les échéances passées. Pour disposer d'un nouveau prêt de 80 milliards d'euros, le Parlement grec doit adopter de nouvelles réformes. Après des mois de blocage, nous progressons désormais rapidement quant à la mise en œuvre de l'accord européen sur la Grèce. Exigées par la Troïka, ces mesures ne plaisent pas à Syriza, le parti majoritaire dont est issu le Premier ministre grec. Après le remaniement ministériel, Alexis Tsipras redoute la fronde dans son propre camp. Le peuple grec aura fait des sacrifices en vain et de nouvelles mesures seront encore et encore nécessaires. Dans cette situation fiscale et politique très difficile, je refuse d'apposer ma signature et de me cacher derrière des excuses minables ou de servir les intérêts des requins de la finance. Je ne suis au service que du peuple grec et de notre nation. Le peuple grec avait voté non au référendum. Et pourtant, le gouvernement a déjà adopté une première série de réformes exigées par ses créanciers. Débattu toute la journée, le nouveau projet de loi porte sur des réformes structurelles, bancaires et juridiques. Les mesures concernant l'agriculture ont été, elles, repoussées au calende grec. Il fallait éviter les barrages de tracteurs sur les autoroutes en pleine saison touristique. Tous ces scénarios qui évoquent la taxation des agriculteurs ne font que créer un climat négatif et ils ne sont pas réels. Pour le gouvernement, la production des matières premières représente une solution au problème, une manière de se sortir de cette situation. Nouveau sursis pour les banques grecques. Le plafond des prêts d'urgence vient d'être relevé de 900 millions d'euros. Une façon pour la BCE de récompenser le premier train des réformes grecques.
Alors, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez ce dossier de très près. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qu'on va voter ce soir au Parlement grec? Alors, contrairement à la semaine dernière où la plupart des mesures qui ont été adoptées a été destinées à renflouer directement les caisses de l'État, et bien cette semaine, ce mercredi, comme on a pu l'entendre dans le sujet, le Parlement se penche sur des réformes structurelles, c'est-à-dire des réformes qui vont changer et surtout qui vont améliorer la structure, le fonctionnement de telle ou telle structure et permettre au final de réduire les coûts et donc de faire des économies. Le gros dossier, c'est la réforme de la justice civile pour simplifier les procédures. Ça fait un petit moment déjà qu'elle est exigée de la part des créanciers d'Athènes. Le problème, c'est qu'elle est très contestée par la plupart des professionnels du secteur qui considèrent qu'elle offrirait trop de droits aux banques en cas de faillite. Il y a aussi d'autres mesures comme l'accélération de la procédure des ventes aux enchères ou encore le renforcement des liquidités aux banques avec la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 €. Le texte qui a été rajouté à la dernière minute, donc ce mercredi matin. Alors finalement, ce vote, c'est aussi un nouveau test politique pour le gouvernement grec. Oui, d'ailleurs, plusieurs syndicats ont appelé à un rassemblement donc, en fin de journée sur la place Syntagma face au Parlement. On a vu les images tout à l'heure en direct. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de monde, mais il y a du monde quand même. Ça a dû commencer aux alentours de 19h30 heure d'Athènes. Mais le test s'annonce a priori moins risqué que celui de la semaine dernière. Pourquoi? Premièrement, parce que cette fois, les réformes sont moins controversées, on l'a vu, et aussi parce que, entre-temps, Alexis Tsipras a totalement remanié son gouvernement. Il a simplement fustigé les frondeurs, donc les députés de Syriza qui n'ont pas voté pour les mesures d'austérité. L'objectif du Premier ministre, c'est évidemment de supprimer les obstacles, donc de décrocher donc un troisième plan d'aide avec un nouveau prêt de plus de 80 milliards d'euros sur 3 ans. Le problème, c'est s'il y a de nouvelles défections comme la semaine dernière et que les députés de la coalition gouvernementale, donc du parti Syriza et du parti ANEL, sont trop peu nombreux à voter donc pour ces réformes, eh bien le gouvernement risquerait d'être trop faible et donc de tomber. Merci Johanna Citruc, à suivre donc sans doute très tard ce soir ou dans la nuit le résultat de ce vote. En France, le gouvernement a débloqué aujourd'hui 600 millions d'euros, aide d'urgence pour la filière de l'élevage. Les blocages des routes n'ont toutefois été levés que partiellement ce soir, alors que le gouvernement craignait évidemment de voir ce conflit estival se durcir un peu plus. Julia Ganancia. Plus de 600 millions d'euros en faveur des éleveurs français en difficulté. Le gouvernement dévoile son plan d'urgence afin d'aider le secteur agricole. 100 millions d'annulations de charges et de cotisations et 500 millions de reports. Autre mesure phare, la restructuration de l'ensemble des dettes des éleveurs à moyen et long terme. Le fonds d'allègement des charges sera porté à 50 millions d'euros. Et un dispositif de la BPI de garantie bancaire pour le renforcement de la trésorerie sera mobilisé au profit des éleveurs pour garantir jusqu'à 500 millions d'euros de crédit bancaire. Le gouvernement a aussi dévoilé des mesures structurelles comme la promotion de la viande française à l'export, le renforcement des contrôles sur l'étiquetage, l'approvisionnement local des cantines et la diversification des revenus des éleveurs. De nombreux éleveurs ont le sentiment que leurs efforts quotidiens ne sont pas payés de retour. Cette angoisse des éleveurs, il faut l'entendre. Nous l'entendons et y répondre. C'est ce que nous faisons. Mais sur le terrain, les mesures annoncées par le gouvernement sont accueillies avec prudence. Des barrages ont encore paralysé de nombreux axes routiers, notamment en Auvergne et en Rhône-Alpes. Seul le responsable de la FDSEA du Calvados a appelé à lever le mouvement des éleveurs à Caen après 3 jours de blocage du périphérique de la capitale basse-normande. Il y a quelque chose qui me va bien, c'est que la première des priorités est bien la valorisation par des prix. Je le répète depuis plusieurs jours. Hier soir, après la rencontre, je l'ai également confirmé. C'est bien l'essentiel parce que des allègements de charges, des reports, des ajustements, s'il n'y a pas de prix derrière pour compenser, ça ne réglera pas le problème. C'est du court terme. Il nous faut des visions à moyen et long terme. Les éleveurs dénoncent un jeu trouble entre les industriels de la transformation et la grande distribution qui représente 80% des achats de viande en France. L'élevage, c'est près de 900 000 emplois directs et indirects et les données récentes sur la situation des producteurs sont alarmantes. Près de 10% des exploitations sont au bord du dépôt de bilan.
Alors, autre annonce aujourd'hui du gouvernement français, et ça concerne cette fois le domaine de la santé au travail. Il s'agit du fameux burn-out. On va en parler avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir. Car le ministre du Travail, François Rebsamen, a décidé de ne pas considérer le burn-out aujourd'hui comme une maladie professionnelle. Pourquoi ? Effectivement, la reconnaissance du burn-out attendra. Ce syndrome d'épuisement qui concerne en France, Jean-Charles, plus de 3 millions de personnes, fait l'objet d'importants débats parmi les parlementaires depuis quelques mois dans le cadre de la future loi sur le dialogue social. Alors il a été inscrit par les députés au tableau des maladies professionnelles et il en a été retiré fin juin par les sénateurs. Ce mercredi, comme vous l'avez dit, le ministre du Travail, François Rebsamen, a choisi de trancher. Le texte de loi inclura un début de reconnaissance du burn-out, mais il ne sera pas considéré comme purement lié au travail. Alors la raison invoquée, c'est que ce n'est pas une maladie qui est uniquement liée au travail, mais que ça peut aussi être lié à des raisons personnelles. Alors il faut effectivement expliquer comment on peut reconnaître le burn-out et expliquer que c'est une maladie professionnelle à ce moment-là. C'est un petit peu compliqué effectivement, et cette définition pose plusieurs problèmes. D'abord parce qu'il n'existe pas une seule et unique définition du burn-out. En l'absence de critères objectifs, est bien difficile de déterminer si le salarié subit une simple fatigue ou un véritable épuisement professionnel. Par ailleurs, si le travail est l'élément déclencheur du burn-out, d'autres facteurs personnels, cette fois, peuvent contribuer à la maladie. Alors je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Claude Delgen, spécialiste de l'épuisement professionnel. En général, les gens qui commencent à être abîmés sont agressifs, ils sont irritables, ils peuvent être même violents, vous voyez. Sur le plan physique, les gens peuvent par exemple changer, commencer à grossir démesurément ou avoir des plaques d'acné, de l'eczéma, etc. Vous voyez, mal au dos. Sur le plan psychologique, les gens sont intolérants, y compris avec des pertes d'attention, ils ont du mal à se concentrer, ils ont des variations d'humeur. Voilà, alors afin de permettre aux salariés concernés d'être tout de même pris en charge, François Rebsamen a annoncé ce mercredi que des commissions régionales auront pour mission de trancher au cas par cas. La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle sera donc possible, mais pas systématique. Mais pour Jean-Claude Delgen, qu'on a écouté à l'instant, la solution serait surtout de faire de la prévention. Je vous propose qu'on l'écoute. En France, il y a un vrai problème de prévention. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est victime d'un burn-out ou d'un épuisement professionnel ? Il sort par la petite porte, c'est une maladie ordinaire, on n'en parle pas. Or, s'il était caractérisé comme maladie professionnelle, on en parlerait dans le CHSCT, avec les DP, avec la DRH, avec le médecin du travail. Or, aujourd'hui, les gens sortent, ils disparaissent et personne n'en. Voilà, une enquête menée entre septembre 2010 et juillet 2014 par la CFDT fournit plusieurs signaux d'alerte sur la dégradation des conditions de travail. Figurez-vous, Jean-Charles, que 64% des salariés considèrent que le travail a un effet négatif pour leur santé, dont 10% de façon permanente. Je termine avec, juste pour dire que le coût économique du burn-out aussi n'est pas anodin. Il représenterait entre 2 et 3 milliards d'euros pour les caisses de l'assurance maladie. Voilà, burn-out, il faudra trouver d'ailleurs une traduction française qui soit satisfaisante, c'est pas le cas puisqu'on utilise ce mot-là, y compris dans le langage officiel. Merci Julia Ganancia, on se retrouve dans un instant, juste après la pause. On parlera de polémique à propos de l'éducation dans les écoles palestiniennes. À tout de suite. La Turquie a identifié le suspect qui a été l'auteur de l'attentat kamikaze d'avant-hier. Il s'agit d'un Turc d'une vingtaine d'années qui avait rejoint les rangs de l'État islamique. Israël relance sa politique de construction de logements neufs dans les implantations. Plusieurs centaines qui seront créées alors qu'il y a eu un an de pause. Et puis en Grèce, le Parlement devra se prononcer ce soir après la décision de l'Union européenne d'accepter de conclure un accord financier avant la fin de l'été, à condition que des réformes soient adoptées. Alors on va parler de l'éducation avec à l'occasion du 7e sommet international de l'éducation qui se tient à Ottawa. Une question qui est au centre des débats, celle de l'éducation reçue dans les écoles palestiniennes. Ce sont des enseignants du monde entier qui sont réunis là-bas et les Israéliens veulent en profiter pour soumettre
leur document, celui qui prouverait que les Palestiniens enseignent à leurs enfants antisémitisme et antisionisme. On va en parler avec vous. Patrick Bethane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en contre-terrorisme, mais aussi en matière d'éducation en Israël. Oui. Merci à vous. Merci. Et puis le docteur Eddie Cohen, qui est spécialiste de l'antisémitisme dans les pays arabes. Vous avez vu ce document, tous les deux? Oui. Votre sentiment, c'est quoi? C'est qu'il est orienté ou est-ce qu'il y a vraiment un problème à régler? Il est orienté, mais je crois qu'il y a un lien direct entre cette industrie de haine et le terrorisme. Vous savez, c'est une des manières de recruter de jeunes terroristes. Mais vous savez, chez les Palestiniens, ce n'est pas nouveau. Ils ont toujours utilisé les femmes et les enfants dans leur propagande. Et lorsque vous filmez à un écran un enfant qui pleure, c'est très crédible. Et je crois que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ensuite, ces familles qui parlent contre Israël recevront de l'argent du Qatar. Ce qui fait que ce lien est direct, ce lien est même très dangereux. Et je crois que même Abbas, l'autorité palestinienne, a un intérêt d'isoler Israël, le même intérêt que l'Iran a contre Israël. Et je pense que la guerre maintenant n'est pas seulement une guerre psychologique, mais une guerre qui essaie d'influencer la communauté internationale. Alors, docteur Eddie Cohen, vous en pensez quoi? C'est un document, c'est vrai, où il est fait état très clairement d'accusations très claires vis-à-vis du système éducatif palestinien et d'accusations parfois très graves, puisqu'il est question d'incitation à la violence, à la destruction d'Israël. Oui, c'est tout à fait ça. Et les enfants palestiniens sont pauvres. Sont des pauvres gamins que leurs leaders sont responsables. Leurs leaders, les Palestiniens, incitent à la haine matin, midi et soir. Les enfants récitent des poèmes. Je vous lis du document de PMW. Les Juifs sont des cochons. Les Juifs sont les pires ennemis de Allah. Les Juifs sont les pires des créatures. Ce sont les satans sur terre. Et Israël n'a pas le droit d'exister. Il faut tuer les Juifs. Ils ne parlent que ça à la radio, à la télé, au Internet, matin, midi, soir. Les prisonniers, les Israéliens tuent les prisonniers dans leur prison en Israël. C'est insupportable. Si vous êtes un homme modéré, si vous n'êtes pas extrémiste, vous entendez toute la journée ce qu'ils disent, la radio palestinienne et la télé palestinienne. C'est impossible. Ils n'ont que ça. Ils font que ça toute la journée. Ça conditionne les enfants, pour vous, clairement? Ça a une influence sur les enfants, Patrick Bethane? Ça conditionne et ça aide à recruter de jeunes terroristes qui parfois ensuite feront des attaques suicidaires en Israël. C'est pas seulement chez les Palestiniens, Daesh fait exactement la même chose. Le problème, c'est que Israël devient de plus en plus isolé. Et vous savez, cette image d'un enfant qui pleure à la télévision et les Européens qui voient cela, c'est un message qui veut 1000 mots. Est-ce que ça se passe aussi, à votre avis, dans des écoles, dans des secteurs arabes israéliens cette fois? Est-ce que dans des écoles israéliennes, mais donc où il y a des enfants dans des villages arabes, est-ce qu'on peut trouver ce type d'enseignement ou c'est uniquement dans le secteur palestinien? Non, pas du tout. Ici en Israël, on n'a pas de, on suit le système éducatif israélien et le budget israélien. Il n'y a pas de choses pareilles. Et vous avez parlé des écoles. L'école sont nommées auprès des dictateurs. L'école Amin el-Husseini, c'est à El Bire, chez les Palestiniens. Les Français savent très bien qui c'est Amin el-Husseini, le criminel de guerre qui a collaboré avec Adolf Hitler. Le mufti de Jérusalem, qui le était mufti de Jérusalem. Une école est nommée auprès d'Abu Jihad, le grand terroriste, et Dalal Mourabi, la terroriste aussi. C'est le nom de leur école. Ils font que ça toute la journée. Et où est l'Occident? Elle est où la France? Ils sont où? Ils sont où tout l'Occident? Pourquoi ils ne disent pas? Elle est où la communauté européenne? Moi, je comprends l'arabe. J'entends que ça, je comprends. Mais les Occidentaux, ils ne parlent pas l'arabe. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. En plus, ils leur donnent de l'argent, du budget. Ils prennent des citoyens européens de l'argent et ils le fournissent aux Palestiniens qui donnent de l'argent aux terroristes et aux prisonniers qui ont tué des Israéliens innocents. Ça,
doivent s'arrêter. Je vous répète, les pauvres, les Palestiniens, les gamins, les enfants, les responsables sont leurs leaders de Mahmoud Abbas et les autres. Par exemple, je vais vous dire une chose. Parce que ça ne se passe pas à Gaza uniquement, ça se passe aussi sous le... À Gaza, bien sûr à Gaza. Je ne parle même pas de Gaza. Ouais. Je n'ai pas cité Hamas. Moi, je parle sur l'autorité palestinienne. Et on veut faire la paix avec eux, soi-disant. C'est eux, avec eux. C'est eux qui sont nommés, soi-disant, les modérés. Et regardez ce qu'ils font. À Hamas, je ne parle même pas. Patrick Bethan. Le problème, c'est qu'il y a une compétition entre le Hamas et les autorités palestiniennes qui sera plus extrémiste. Et même si Abbas va être plus modéré, s'il veut continuer à être, il veut être élu à nouveau, ou que le PLO soit élu à nouveau, ils doivent être extrémistes. Le problème, c'est que, je suis d'accord avec votre analyse, les Palestiniens ont toujours utilisé la pauvreté et la haine contre Israël. Mais je pense que nous aussi en Israël, on a fait une certaine erreur. Parce que je crois que si on avait plus essayé d'influencer la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre de l'année dernière, je crois que la situation serait différente. Parce que ces jeunes Palestiniens voient ces images, reçoivent ces messages de leur éducateur, et c'est impossible contre cette propagande de changer. Mais le grave problème qui est stratégique après donc cet accord de l'Iran, c'est maintenant que les Palestiniens vont influencer Israël au point de vue stratégique et international dans un processus de boycott. Et je ne sais pas si Israël a une réponse à cela. Je ne suis pas sûr. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. S'il faut accuser quelqu'un, il faut que les responsables, c'est les Palestiniens, ce n'est pas Israël. Eux, ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. Toute la journée, c'est le djihad, c'est tuer les Juifs, et on entend ça. Et chaque 2-3 semaines, il y a un Palestinien qui poignarde un Juif ou un soldat. Pourquoi? C'est à cause de la radio, de l'incitation à la haine, à la violence. Il y a des résultats. Et Mahmoud Abbas, il veut toujours laisser... Il veut qu'il y ait des poignarder les Juifs. Ça leur convient. Vous voyez? Ça, c'est écrit, en tout cas, c'est enseigné aux enfants, c'est ce qui est écrit dans ce document, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas du tout le droit d'Israël à exister, et que c'est la Palestine uniquement qui est enseignée à ses enfants. Les Israéliens, ils ont pris la Palestine par la force, et par la force, on va la récupérer. Je vous parle aussi de leurs bouquins, de leurs livres, de l'école. J'ai vu les livres de géographie. Il y a la Palestine, après il y a le Liban, après il y a la Syrie et l'Irak. Il n'y a pas l'État d'Israël. Est-ce qu'ils veulent la paix? Est-ce qu'ils veulent la solution de deux pays? Mais Israël, elle n'est pas dans leur map. Dans leur plan. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce document que vous avez vu l'un et l'autre, qui a été rédigé par des enseignants israéliens, va être présenté cette semaine à un congrès mondial d'enseignants du monde entier, qui sont rassemblés, donc on l'a dit, à Ottawa. Quel impact ça peut avoir? Est-ce qu'on va, à votre avis, est-ce qu'Israël peut se faire entendre dans une organisation qui a plutôt, on va dire, les faveurs des Palestiniens que celles d'Israël, puisqu'ils s'apprêtent à voter aussi des résolutions condamnant Israël? Est-ce que dans ce monde de l'éducation, ce document a une chance d'être entendu, à votre avis? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller le présenter là-bas? Je crois que c'est une bonne idée, et c'est important qu'Israël parle dans ce genre d'événements. Et je pense que les éducateurs sont des gens très intelligents, qui savent, qui comprennent la situation, mais je pense que ce sera dur pour Israël. C'est seulement un seul tout petit pays de 7 millions qui doit, avec une communauté internationale qui est contre Israël, qui depuis un an développe une stratégie de boycott. Ce sera très dur, mais c'est important qu'Israël soit invité. Je vais vous dire quelque chose.
il faut expliquer aux téléspectateurs pourquoi ce document il a été rédigé. Je vous explique. Ce document-là, il a été rédigé car les Palestiniens, ils ont demandé de boycotter les Israéliens, le système éducatif israélien. Vous voyez, les Palestiniens, ils ont demandé ça. Alors Ram Erez, l'inspecteur de l'éducation israélienne, il a demandé à PMW de rédiger un document. C'est une riposte, si vous voulez. C'est pas nous, c'est eux qui ont commencé. Comme ils ont commencé à faire, ils voulaient nous expulser de la FIFA. Maintenant, ils essayent de nous faire boycotter par le système éducatif. C'est eux qui ont commencé, malgré tout ça. Il y a quand même un document intéressant, un passage intéressant aussi dans ce document, c'est qu'on voit qu'Hillary Clinton a été sensibilisée, qui pourrait être peut-être la prochaine présidente des États-Unis, donc après le départ d'Obama en 2016. Elle a été sensibilisée à ce problème-là. Elle a l'air, en tout cas, d'avoir été choquée elle aussi par ce qu'elle a lu. Est-ce qu'à votre avis, ça peut aussi engendrer une prise de conscience peut-être de pays qui aujourd'hui n'ont pas conscience de ce problème-là? Parce que c'est vrai que c'est un problème dont on parle très peu à l'étranger. Je crois que oui, même, et je dirais même plus que je vois le futur de manière plus positive que vous. Je pense que le fait, par exemple, que M. Netanyahou a téléphoné à M. Abbas après le Ramadan et qu'il y a, à mon avis, un intérêt israélien pour pourparlers à nouveau, je crois que c'est un processus lent qui commence et je crois qu'Israël comprend que notre prochaine guerre ne sera pas dans la bande de Gaza, mais ce sera une guerre d'informatique. Le sujet de l'incitation, il n'est pas nouveau. On a demandé depuis l'Oslo, cesser l'incitation à la haine. C'est M. Netanyahou qui a demandé ça depuis 10 ans. Mais les Palestiniens, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils doivent inciter toute la journée, matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à ça à faire, tuer les Juifs. Quand un Palestinien tue un Juif, il va directement au paradis. Et 72 vierges leur attendent. Nous, dans l'Occident, on voit ça, on dit c'est des conneries. Mais eux, ils croient ça. Ils pensent que c'est vrai. Si je poignarde, si moi je suis un musulman, je poignarde, je tue un Juif, je vais aller mourir, je vais aller au paradis, je vais voir... je vais rencontrer 72 belles femmes vierges qui vont être disponibles juste pour moi. Je vais voir de l'arbre, je vais voir des rivières, du vin et du sucre et du miel. Ils croient que c'est ça vrai. C'est incroyable. Il est où l'Occident? Elle est où la France? Bon, en tout cas, il y aura peut-être, on verra quel écho recevra ce document. Donc cette semaine à Ottawa, 7e Forum mondial de l'éducation. Merci Eddie Cohen, merci à vous Patrick Béthane. On vous a parlé il y a quelques jours de ce coup de filet gigantesque du FBI à travers le monde après la mise à jour d'un vaste forum clandestin de fraude envers les banques et les cartes bancaires. 2 Israéliens figurent parmi les suspects. Ils ont été présentés à la justice aujourd'hui et ils pourraient même être extradés vers les États-Unis. Joseph Emmanuel. Leur détention vient d'être prolongée. Une décision du tribunal de Jérusalem pour ces 2 Israéliens suspectés d'avoir participé à la plus importante cyberattaque de l'histoire. Ils auraient infiltré plus de 80 millions de comptes bancaires. La victime, la banque américaine JP Morgan Chase. Le FBI a mené l'enquête et a fait appel à son homologue israélien, le Lahav 433. Les 2 hommes ne sont pas les seuls inculpés. 2 complices ont été arrêtés en Floride. Un 5e homme est en fuite en Russie. Les accusations sont lourdes. 2 millions de shekels en espèces ont été retrouvés chez l'un des 2 suspects en Israël. Un tribunal américain demande leur extradition pure et simple. L'avocat de l'un des suspects reste confiant. Le tribunal n'a pas présenté de preuves qui montrent une demande d'extradition ou d'arrestation. Il ne fait aucun doute que le tribunal doit prendre une décision inhabituelle. Mais la Cour a également mentionné que la question serait bientôt plus claire et que preuve sera faite de l'innocence de mon client. Une innocence en laquelle beaucoup ne croient pas. Des médias israéliens affirment que ce groupe de hackers est soupçonné d'avoir volé les données de comptes bancaires pour procéder à des achats d'actions par l'intermédiaire de sociétés écrans. L'objectif, faire monter artificiellement le cours de titres achetés auparavant au plus bas pour les revendre au plus haut et toucher la plus-value. Des manipulations complexes, mais d'une efficacité redoutable, les hackers auraient ainsi gagné des millions de dollars. Israël n'a pas pour habitude d'extrader ses ressortissants, mais le prolongement de la garde à vue à Jérusalem laisse penser
à une possible extradition dans les prochains jours. En Italie, nouveau coup porté aux biens financiers de la mafia. Après celle de Sicile, c'est celle de Calabre qui a été ciblée aujourd'hui. Plus de 2 milliards d'euros d'actifs saisis à la fameuse 'Ndrangheta, principalement des salles de jeux clandestines et des sociétés écrans qui agissaient depuis l'étranger. C'est un exemplaire extrêmement rare du Coran qui vient d'être retrouvé dans une bibliothèque de Birmingham, en Angleterre. L'ouvrage aurait été écrit quelques années seulement après la mort du prophète Mahomet, ce qui pourrait en faire l'un des tout premiers exemplaires connus. Léa Volbert. Ces pages ont près de 1370 ans. Enfouies dans un vieux manuscrit perché sur l'une des innombrables étagères de la bibliothèque de l'université de Birmingham au Royaume-Uni. 1370 ans d'errance à travers le temps et les continents, 1370 ans d'attente patiente pour aujourd'hui délivrer au monde un trésor d'une valeur inestimable. C'est un trésor qui a une grande signification pour l'ensemble des musulmans, l'héritage et l'étude de l'islam. C'est également une grande fierté pour la communauté locale. Des fragments du Coran rédigés de la main d'un script qui pourrait avoir connu personnellement le prophète Mahomet. C'est du moins l'une des hypothèses retenues par une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford. Selon leurs estimations, il y aurait une probabilité supérieure à 95% pour que ces textes aient vu le jour entre 568 et 645, l'époque même de l'apparition du Coran. Nous avons établi une datation du manuscrit au radiocarbone et il est prouvé que c'est l'un des tout premiers manuscrits du Coran. C'est une jeune chercheuse italienne qui a posé la main presque par hasard sur ces feuillets manuscrits. En pleine préparation de thèse, la jeune femme a demandé à l'université de réaliser une datation au carbone 14. Les parties du Coran qui sont dans ces fragments sont en fait très similaires à celles qui sont dans le Coran que nous connaissons aujourd'hui. Les sourates 18 à 20 sont rédigées à l'encre en hijazi, un style calligraphique arabe ancien. Le précieux manuscrit sera exposé à l'université de Birmingham du 2 au 25 octobre. À suivre dans l'émission Focus ce soir, présentée par Cyril Amar, juste après le Grand Direct, un gros plan sur la République de Macédoine, un pays des Balkans frontalier avec la Grèce, avec qui il entretient d'ailleurs des rapports très ambigus. Un litige existe toujours sur son nom, d'abord, revendiqué aussi par la Grèce, alors que la Macédoine a été l'un des premiers pays à retirer ses actifs de Grèce lors du début de la crise financière. Écoutez un extrait de l'entretien accordé à Tal Heinrich par le ministre des Affaires étrangères de Macédoine, Nikola Popovski. Tout à fait, la Macédoine était un des pays leaders en termes d'intégration européenne, puisque nous avons signé l'accord de stabilisation et association avec l'Union européenne en 2001. Puis nous sommes devenus pays candidat à l'adhésion en 2005, mais nous avons rencontré beaucoup d'entraves sur cette route d'intégration européenne, essentiellement liées à la dispute avec la Grèce concernant le no. Je pense que beaucoup de choses ont changé entre-temps. À l'époque, la Grèce avait un sentiment que l'indépendance de la Macédoine pourrait représenter un certain danger, puisque la région de Macédoine couvre une région beaucoup plus grande que le territoire de la République de Macédoine. Et ce danger s'est transformé en quelque sorte en campagne politique contre la Macédoine. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes. Je pense qu'on a beaucoup d'intérêts qui convergent. Le capital grec qui est présent en Macédoine joue un rôle très important au niveau économique. Puis nous passons des vacances en Grèce en plein cœur. Et puis les relations économiques entre les deux pays se sont énormément améliorées. Je pense que le fait que la Grèce est en train de passer une période assez difficile au niveau de la gestion économique des réformes et puis la dette financière vis-à-vis de la zone euro pose des problèmes. Ceci dit, l'élite politique grecque est complètement défocalisée du problème du non, mais nous devons utiliser cette période pour renforcer les relations entre les deux pays et puis finalement, le jour venu, trouver une solution qui sera viable de part et d'autre de la frontière et permettre une intégration européenne de la Macédoine et puis une situation de paix et de prospérité pour les deux pays. En tout cas, la Macédoine n'a aucun intérêt dans une prolongation de cette crise en Grèce puisque nos intérêts, comme je l'ai dit, convergent. Merci beaucoup.
Voilà, à suivre tout à l'heure, donc focus spécial Macédoine, juste après le grand direct. À coup sûr, l'événement cinéma de cette fin d'année, c'est la sortie du dernier épisode de la série James Bond, avec Daniel Craig dans le rôle titre. Et pour mettre l'eau à la bouche des fans, eh bien, sortie aujourd'hui de la bande-annonce du film intitulé Spectre. Joseph Emmanuel. L'agent 007 revient et c'est Daniel Craig qui incarne pour la 4e fois le rôle de James Bond. Une mise en scène signée Sam Mendes et 3 stars à l'affiche, en plus de Daniel Craig, le Britannique Ralph Fiennes et 2 James Bond girls, l'Italienne Monica Bellucci et la Française Léa Seydoux. L'actrice était révélée par la vie d'Adèle du réalisateur Abdelatif Kechiche. Dans ce nouveau volet très attendu par les fans, tout commence à Mexico. La fête des morts bat son plein, James Bond porte un masque à tête de mort et se ferait un chemin à contre-courant dans une foule en liesse. Son chef, joué par Ralph Fiennes, lui a intimé l'ordre non officiel d'exécuter un contrat. 007 s'acquitte de la tâche et fait exploser la moitié d'un immeuble pour être sûr de ne pas rater sa victime. Une explosion suivie par l'arrivée d'une magnifique Aston Martin, sans oublier des avions qui volent à ras le sol, des courses-poursuites, des coups de feu et l'inévitable méchant. Pas de doute, nous sommes dans un James Bond qui ravira les puristes. Mais l'intrigue principale du film tourne autour d'un mystérieux organisme baptisé Spectre. Le film nous fait passer de Rome en Autriche pour retrouver Mr. White, un barbu hirsute qui mettra Monsieur Bond sur la piste d'une organisation criminelle tentaculaire. Le tout sur une musique signée du célébrissime et regretté John Barry. Le précédent volet, Skyfall, était le James Bond le plus lucratif de la série, passant la barre du $1 milliard. Spectre sera présenté en première mondiale à Londres le 26 octobre prochain et sera diffusé à travers les cinémas du monde entier. Et dans le cinéma, toujours après être devenu une superstar en France, il est en train de se faire une place au soleil doré d'Hollywood. L'acteur français Omar Sy est à l'affiche du dernier volet de Jurassic Park, qui bat actuellement des records de fréquentation aux États-Unis. Et depuis Los Angeles, son nouveau port d'attache, eh bien, il a accordé une interview exclusive à i24 News où il évoque justement le climat terroriste qui règne en France actuellement, mais aussi le conflit israélo-palestinien. Extrait. C'est toujours très difficile de se positionner là-bas. C'est aussi le truc que je trouve un peu dommageable, c'est qu'on n'a pas toutes les infos, parce que c'est aussi une question d'appartenance, de vivre là-bas. Le vivre là-bas et le voir ici commenter, c'est des choses totalement différentes. Et le fait que des fois que ça se déplace en France, je trouve ça un petit peu dangereux. Dangereux, c'est-à-dire de... Dans le sens où ça se mélange et on n'a pas toutes les infos et dangereux dans le sens où on en parle sans vraiment savoir, et ça se déplace mal, en fait. D'accord. Voilà. Et alors, justement, en France, pour parler en France de la montée de l'antisémitisme, avec tout ce qui se passe en ce moment, la montée du communautarisme aussi, tu en penses quoi Moi, j'en pense justement que des films comme ça, je le vis en tant que Français très mal. Il y a beaucoup de tristesse. Mais dans l'association qu'on a avec Eric Olivier, quand on fait des films comme Samba ou des films comme Intouchable, c'est l'idée de réunir les gens, même s'ils sont très différents. C'était valable pour le personnage de Philippe et le personnage de Driss. C'est valable pour le personnage de Samba et le personnage d'Alice. C'est des gens qui ont l'air totalement différents, mais qui finalement vont s'apporter énormément de choses. Donc c'est d'ouvrir le dialogue, d'essayer de communiquer ensemble, d'essayer de se rencontrer, de faire connaissance et de pas se placer justement dans des catégories de personnes, que ça soit classer les gens par leur couleur de peau, par leur religion, par leur style vestimentaire, juste essayer de casser tout ça. Le communautarisme ne m'a jamais plu. Et c'est justement pour ces raisons-là que j'ai du mal avec ça. C'est que tout le monde s'enferme et que ça devienne une sorte de bataille rangée, qu'on essaye d'obliger les gens à se parquer dans un coin. Voilà ce qui est en train de se passer un petit peu en France, mais voilà, les films comme Samba sont faits pour ça. Et voilà, j'espère en faire d'autres comme ça, et j'espère surtout que ça va changer vite.
Voilà, entretien Valérie Kahl à retrouver demain en intégralité dans le Culture Mag sur i24 News. Ce sera présenté par Laetitia Loreni. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct et on reviendra en détail sur une cérémonie émouvante qui a eu lieu aujourd'hui au mémorial Yad Vashem de Jérusalem. L'un des producteurs du film de la liste de Schindler est venu offrir l'Oscar qu'il avait reçu pour ce film au musée, car il est lui-même un rescapé de la Shoah. Extrait du reportage que vous verrez tout à l'heure dans 10 minutes. Produire une œuvre qui remporte l'Oscar du meilleur film représente un challenge auquel aspirent de nombreux cinéastes. Mais offrir sa propre statuette à quelqu'un d'autre représente un tout autre challenge. Savez-vous que Yad Vashem reçoit près d'1 million de visiteurs par an ? Où l'Oscar peut-il être mieux contemplé qu'ici ? L'Oscar pour le meilleur film de l'année 1993 revient à la liste de Schindler. Je suis un survivant de l'Holocauste. La route a été longue d'Auschwitz à cette scène. Mon Oscar Schindler à moi, c'est Steven Spielberg. Il est pour moi ce que Schindler fut pour les pauvres gens de Cracovie. Au nom des 6 millions de Juifs tués pendant la Shoah et des autres victimes du nazisme, je voudrais remercier tous ceux qui ont reconnu et vu ce film. Merci. Vivant entre la Croatie et Hollywood, le producteur oscarisé de 83 ans, Branko Lustig, a survécu au camp nazi d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Il a remis le prix qu'il avait reçu pour la liste de Schindler au musée de l'Holocauste de Jérusalem, Yad Vashem, afin qu'il y soit conservé. Au cours d'une cérémonie à laquelle assistait le président croate, Lustig a aussi rencontré un des 1200 hommes et femmes juifs sauvés par Oskar Schindler. Schindler a été reconnu par Yad Vashem comme un juste parmi les nations. Voilà, on en parle en détail dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. On évoquera également cette étonnante découverte réalisée cette semaine dans l'Est de la France par un chercheur justement des restes de victimes juives d'un gazage opéré par un médecin nazi dans le camp du Struthof. Eh bien, elles vont être inhumées, ces victimes, plus de 70 ans donc après avoir été assassinées. On en parle dans un instant, juste après le journal complet que vous présente Elsa Nimona tout à l'heure. Retour du Grand Direct et on va s'intéresser à cette cérémonie émouvante qui a eu lieu aujourd'hui à Jérusalem au musée Yad Vashem. L'un des producteurs du film La liste de Schindler, le croate Branko Lustig, lui-même rescapé de la Shoah, a remis l'Oscar qu'il avait remporté pour ce film. Le trophée sera donc exposé de manière permanente dans ce musée qui perpétue le souvenir des victimes de la Shoah. Reportage Shahar Peled avec Benjamin Le Suef. Produire une œuvre qui remporte l'Oscar du meilleur film représente un challenge auquel aspirent de nombreux cinéastes. Mais offrir sa propre statuette à quelqu'un d'autre représente un tout autre challenge. Savez-vous que Yad Vashem reçoit près d'1 million de visiteurs par an ? Où l'Oscar peut-il être mieux contemplé qu'ici ? L'Oscar pour le meilleur film de l'année 1993 revient à la liste de Schindler. Je suis un survivant de l'Holocauste. La route a été longue d'Auschwitz à cette scène. Mon Oscar Schindler à moi, c'est Steven Spielberg. Il est pour moi ce que Schindler fut pour les pauvres gens de Cracovie. Au nom des 6 millions de Juifs tués pendant la Shoah et des autres victimes du nazisme, je voudrais remercier tous ceux qui ont reconnu et vu ce film. Merci. Vivant entre la Croatie et Hollywood, le producteur oscarisé de 83 ans, Branko Lustig, a survécu au camp nazi d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Il a remis le prix qu'il avait reçu pour la liste de Schindler au musée de l'Holocauste de Jérusalem, Yad Vashem, afin qu'il y soit conservé. Au cours d'une cérémonie à laquelle assistait le président croate, Lustig a aussi rencontré un des 1200 hommes et femmes juifs sauvés par Oskar Schindler. Schindler a été reconnu par Yad Vashem comme un juste parmi les nations. J'avais 18 ans quand Oskar Schindler m'a sauvé la vie. Oskar Schindler a payé les Allemands une certaine somme d'argent afin qu'ils le laissent nous prendre. Autrement, nous aurions tous été tués. Ces dernières années, Lustig a entamé un retour sur sa propre histoire. En 2011, il était retourné à Auschwitz, cette fois-ci pour prendre part à une cérémonie dont il avait été privé plusieurs décennies auparavant, sa bar mitzvah.
Faire sa bar mitzvah, c'est une question de tradition. Je me disais que d'après la tradition, je ne pouvais pas mourir sans avoir fait ma bar mitzvah. La liste de Schindler est devenue une référence en matière de long métrage sur l'Holocauste. Être présent sur le tournage du film a été une expérience particulièrement émouvante pour Lustig, mais aussi une aventure rafraîchissante lorsqu'il a brièvement interprété le rôle de Martin, le maître d'hôtel. C'est Oskar Schindler. Depuis sa nouvelle résidence au centre visuel de Yad Vashem, l'Oscar continuera à passer le même message que l'autre Oscar, plus jamais ça. Alors voilà un personnage qui mérite eh bien qu'on s'intéresse à lui de plus près ce soir. C'est ce qu'on va faire avec vous, Shlomo Balzan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide et conférencier au musée Yad Vashem. D'abord un mot sur cette cérémonie à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'émotions parce que recevoir un Oscar à Yad Vashem, c'est vrai que c'est pas forcément le rapprochement n'est pas évident. Ce qui était très émouvant, c'est le personnage même de Branko Ludwig. Le fait qu'il remette l'Oscar qui va être d'ailleurs déposé dans le centre audiovisuel de Yad Vashem, où il y a plus de 10 000 films de fiction ou de documentaires sur la Shoah. C'est un message très très fort, bien sûr, parce qu'il l'a reçu pour la liste de Schindler, mais parce que lui-même est une histoire extraordinaire. Il est né en 1932. Sa vie concentrationnaire commence quand il a à peu près 10 ans, en 1942, et il va être libéré en 1945 à Bergen-Belsen, quand il a à peine 13 ans. Pourquoi il a passé la sélection? Comment il a passé la sélection? C'est extraordinaire. Parce qu'il y a très peu d'enfants, d'adolescents qui ont survécu à Auschwitz. Ouais. Sans doute, il a menti sur son âge, peut-être il est plus grand. En tout cas, il se rappelle des choses terribles. Il a assisté à l'exécution par pendaison de prisonniers. Il a assisté au massacre des Tziganes. C'est une des raisons qui le pousse à revenir à Zagreb, en Croatie, pour raconter dans les écoles ce qui s'est passé, pas seulement le massacre des Juifs, mais également ce que représente la Shoah pour l'humanité tout entière et pour l'humanisme. C'est un homme extraordinaire. Une des raisons d'ailleurs dans le film, on voit que, dans votre reportage, qu'il a joué le rôle du maître d'hôtel. Son père était maître d'hôtel. Ce qui est étonnant, évidemment, c'est de se dire aujourd'hui que c'est lui qui ramène finalement, qui a produit ce film, donc qui a permis aussi à ce film d'exister, lui-même ancien déporté, et qu'il ramène aujourd'hui cette statuette à Yad Vashem. Il y a un parcours assez incroyable finalement. Quand il a reçu l'Oscar, la première phrase qu'il a dit, « Je suis le numéro A3317 ». Ensuite, il a dit la phrase « Et je dédie cet Oscar à toutes les 6 millions de victimes de la juive de la Shoah ». Donc, il est extrêmement marqué, mais il a pris beaucoup de temps. Il a dit beaucoup de fois « Je ne veux pas me souvenir, je ne veux pas me souvenir ». Mais quand il raconte la pendaison, il se rappelle qu'ils ont crié en yiddish « Racontez, racontez à d'autres, ne nous oubliez pas ». Et il le raconte, ça, dans... maintenant, sa bar mitzvah, il l'a fait pendant la marche des vivants en 2011, il avait 78 ans. Donc on a vu les images sur le site d'Auschwitz. Oui, oui, c'est ça. Il a tenu à faire sa bar mitzvah avec les participants de la marche des vivants. C'était assez extraordinaire. Donc c'est un homme tout à fait extraordinaire. Et le film est devenu un film qu'on ne veut pas ne pas voir quand on est éducateur. C'est un film référence aujourd'hui sur la Shoah, clairement, oui. la liste de Schindler. C'est une invention qu'on appelle la docu-fiction, qui est reprise beaucoup de fois comme une génération de films documentaires et fiction à la fois. C'est-à-dire basés réellement sur des faits historiques, à peu près, à part quelques détails, la majorité des faits racontés sont exacts au point de vue historique. En plus, l'histoire de Schindler nous a touchés parce que dans la cérémonie de ce matin, ils ont montré un petit film qui montre l'enterrement, un film documentaire qui montre l'enterrement de Schindler à Jérusalem, où il est enterré, et beaucoup de gens montent sur sa tombe. Donc la relation entre tout d'un coup, la réalité, il y a une vraie tombe de Schindler, c'est pas seulement un film. Il y a quelque chose, il y a une histoire vraie, il y a des vrais survivants de Schindler. Fait que ce film est devenu vraiment
un film de référence quand on veut parler de la Shoah. Il a reçu son Oscar, évidemment, avec, je pense, beaucoup de raisons et de bonnes raisons d'avoir eu. C'est un film qui a fait aussi pour Yad Vashem, parce que Spielberg a apporté aussi de sa contribution beaucoup pour le souvenir de la Shoah. Ensuite, après avoir fait ce film... Non, la fondation, oui, c'est juste. La fondation Spielberg recueille des témoignages et des témoignages enregistrés dans le monde entier avec des survivants de la Shoah. Et bien sûr, Yad Vashem reçoit une partie où on peut avoir accès à ces souvenirs. Et donc, c'est un travail extraordinaire fait par Spielberg pour consacré à la mémoire de la Shoah. Donc on verra cet Oscar maintenant de manière permanente à Yad Vashem. Et ce qui est extraordinaire, Shlomo Balzan, et on va en parler maintenant, et vous restez avec nous, c'est que 70 ans après, plus de 70 ans après, on découvre encore des choses absolument étonnantes sur cette terrible période. La preuve, ce qui s'est passé ces derniers jours en Alsace, où se trouvait l'un des camps d'extermination nazis sur le territoire français, c'est le seul, le camp de Struthof. Eh bien, on a découvert les restes de 86 victimes juives qui avaient été gazées parce qu'elles devaient servir à une expérimentation médicale menée par un médecin SS. On va en parler. On est en ligne avec le rabbin René Gutmann, le grand rabbin de Strasbourg. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, ce qui évidemment est dramatique, mais en même temps quelque chose d'émouvant, c'est que vous allez bientôt pouvoir inhumer ces victimes, plus de 70 ans après, puisque leurs restes ont été donc découverts. Oui, en vérité, les 86 victimes, alors les corps et les membres des corps des victimes découverts après la guerre ont été inhumés en 1946 au cimetière israélien de Strasbourg. Nous parlons ici de quelques coupes de peau ou de fragments d'intestin retrouvés dans 2 ou 3 bocaux qui étaient inconnus ou qui n'avaient pas été trouvés durant ces dernières années, bien que certaines rumeurs parlaient d'éventuels autres restes humains. Mais il faut bien considérer que nous parlons ici en termes de petits fragments humains et non pas de corps, ni même, on ne peut pas dire même de membres de corps humain. Mais ce qui est important à souligner, c'est l'intérêt et l'importance qui a été donné à cette découverte, pas seulement par la communauté juive, mais surtout par l'université qui accueille ce musée d'histologie et par la ville de Strasbourg, qui accorde une très grande importance à ce que ce drame qui est épouvantable éveille les consciences et que nous puissions inhumer ces derniers fragments comme si on fermait un chapitre d'une histoire assez dramatique dans son caractère exceptionnel que cette expérience qui a été faite par les médecins nazis durant la guerre à Strasbourg. Alors restez avec nous, René Gutmann. Shlomo Balzan, je voudrais qu'on raconte cette histoire parce qu'elle est étonnante et terrible évidemment, comme beaucoup de destins durant cette période de la Shoah. Ces 86 victimes dont on parle venaient d'Auschwitz et ont été rapatriés pour être assassinés. Oui, il y a un docteur, le docteur Auguste Hirt, H-I-R-T, qui est à la fac de médecine de Strasbourg, qui est maintenant allemande, annexée par... Et il y a un camp de Struthof-Natzweiler à côté de Strasbourg, qui n'est pas un camp d'extermination, mais qui est un camp où sont déportés surtout des résistants. Il n'y a pas beaucoup de juifs déportés au camp. C'est un camp qui dépend du camp de Natzweiler de l'autre côté de la frontière, des camps de travail et de détention. Et tout d'un coup arrive le docteur Hirt, et lui, il veut absolument 2 choses. D'abord, faire des expériences pour la fac de médecine de Strasbourg, et donc il veut dans son camp absolument avoir un centre d'expérimentation médicale, et il fait construire spécialement une chambre à gaz. Il reçoit la permission de faire et qui on va gazer dans cette chambre à gaz. Il fait venir d'Auschwitz 86 personnes. Juifs. Dont on a les noms, dont on sait... Alors, je sais qu'à Strasbourg, il y avait une plaque où il y avait des noms qui étaient donnés, mais je ne sais pas si ça correspond exactement à ces noms-là. Ça va être intéressant de découvrir de quoi on parle. Mais par contre, il y a une espèce de connivence entre les médecins nazis, une médecine extraordinaire qui commande des animaux de laboratoire, je m'excuse de l'expression entre guillemets, et on commande. Hirt, il a une folie, il se consacre à la collection de squelettes.
Donc il commande dans différents camps, et notamment à Auschwitz, des squelettes, où il demande des gens de telle forme. Il a commandé également des Juifs, il a commandé quelques Asiatiques, il a commandé des Tziganes, qu'on lui livre, sur lequel il fait d'abord des expériences sur le gaz. Il voulait également chercher une réponse à certains gaz. Est-ce qu'on peut empêcher l'effet de certains gaz? Donc il a besoin de faire des expériences et il commande des gens d'Auschwitz. C'est une histoire complètement incroyable. Ce qui arrive à la fin de la guerre à Hirt, on ne sait pas. On pense qu'il s'est suicidé. Jugé, hein. Il n'a jamais été jugé. On pense qu'il s'est suicidé en 1945. En tout cas, il a disparu. On recherche M. Hirt jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de médecins allemands comme ça qui ont disparu. Alors, René Gutmann, pour revenir justement à cette cérémonie que vous allez présider début septembre, vous avez la liste précise aujourd'hui. On sait qui étaient ces 86 victimes. Préciser que dans ce groupe de juifs essentiellement transférés d'Auschwitz, il y avait 29 femmes et 53 hommes qui ont été gazés aux Icombe. Et que les 82 corps, en fait, ont été transférés à l'Institut d'anatomie de ce SS médecin Auguste Hirt, mais que lors de l'arrivée de la division Leclerc, ce médecin avait donné l'ordre de décapiter les cadavres, de les tronçonner en quartier, puis de les brûler dans le four crématoire de la ville afin de les faire disparaître. Ils n'ont pas eu le temps, et donc on a, en 1944, 17 cadavres entiers avaient été retrouvés, 166 parties de corps dans des cuves à formol, et alors qu'on ne connaissait qu'un seul nom à l'époque, le nom de ce Menachem Tafel, aujourd'hui, on a pu, grâce à un historien allemand, retrouver les 80 noms des victimes qui sont mentionnés dans un livre que nous avions fait paraître, c'était le Mémorbuch, Mémorial de la déportation des Juifs du Bas-Rhin. On avait inclus tous les noms de... Alors, il faut reconnaître que l'historien allemand qui a trouvé les noms s'appelle Hans Joachim Lang, qui a écrit un livre qui s'appelle Die Namen der Nummern, paru en 2004 à Hambourg. Et donc là, vous allez faire cette inhumation symbolique, vous nous l'avez dit, mais qui a quand même... Non, pas symbolique, puisqu'on va inhumer quand même quelques fragments de corps, mais ça sera évidemment une inhumation dans une journée symbolique en soi, qui est le dimanche qui précède Rosh Hashanah, et qui est de tradition en France dédiée à la mémoire de nos martyrs de la déportation. Et ça aura lieu le 6 septembre à 11h au cimetière israélite de Cronenbourg à Strasbourg. Merci pour ce témoignage en direct, René Gutmann. Je rappelle donc que vous êtes le grand rabbin de Strasbourg. On apprend encore il y a encore des choses à découvrir rapidement, Shlomo Balzen. Oui. On peut encore découvrir beaucoup de choses sur la Shoah aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des nouvelles archives qui s'ouvrent tout le temps, et on peut découvrir des choses qu'on ne savait pas encore plus facilement aujourd'hui qu'il y a 20 ans, grâce aux ordinateurs, à l'Internet et à d'autres moyens de communication plus rapides. On découvre jusqu'aujourd'hui des choses qu'on ne savait pas. Il y a des choses extraordinaires. De ce musée Yad Vashem de Jérusalem. Merci à vous, Shlomo Balzen, d'être venu témoigner donc après cette cérémonie émouvante qui s'est tenue aujourd'hui et la remise de cet Oscar de la liste de Schindler au musée Yad Vashem. Voilà, dans un instant, nouveau journal complet sur i24 News. Ce sera avec Elsa Mimoun. Bonne soirée, à demain.